Du coup, je voulais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en 2011 qu'a été mis en place ce dispositif pour la première fois. Donc vous voyez, c'est quand même très récent, c'est tout jeune, puisqu'il effectue sa 3e rentrée. Ce qui peut être dit également, c'est que les élèves qui sont accueillis dans ce dispositif sont accueillis suite à une décision prise par une commission. Donc il y a une commission d'affectation pour ce dispositif. Ce que je peux vous dire également, c'est que ce dispositif commence à partir de la 4e. Il s'adresse à des élèves intellectuellement précoces qui sont donc en difficulté scolaire. Je vais les chercher dans mes affaires. Alors les choses ont quand même pas mal évolué à notre niveau, c'est-à-dire que au début, on ne savait pas très bien comment s'y prendre, donc c'est vrai que ça a mis un petit peu à mal les équipes, ça a été compliqué, et qu'en fait, elles ont joué le jeu, elles ont mis en place, elles ont essayé, elles ont expérimenté pas mal de choses avant d'en arriver au dispositif qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous sommes en recherche, qu'il n'y a pas de solution d'adaptation toute faite, qu'on recherche. Et ce qu'on a pu, on est arrivé également à la conclusion qu'en fait, on ne pouvait pas transposer ce qu'on avait mis en place une année ne pouvait pas transposer une autre année. Donc c'est vraiment à chaque fois, ça nous demande à chaque fois de se re-questionner, de travailler, de voir comment on pense les choses, et ça en fonction des élèves qui sont accueillis. C'est très individuel en fait, très individualisé comme approche. Bien, ensuite, actuellement, nous avons depuis donc 2012, suite à la circulaire d'ailleurs de 2012, qui fait suite également au rapport de l'Aubier que vous devez tous connaître. Je voudrais savoir combien il y a d'enseignants dans la salle. Pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Allez, osez lever la main. Je suis sûre qu'il y en a plus que ça. Voilà. Bien haut là-bas. C'est aussi peut-être pour tordre le cou à ce qu'on a entendu ce matin, il y a beaucoup d'enseignants concernés qui entendent. Peut-être qu'en tant que parent, vous n'avez pas ce sentiment-là. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas directement, mais en tous les cas, moi je peux vous dire, ils l'entendent. Et ça les préoccupe d'amener tous les élèves, tous leurs élèves, à la réussite scolaire. Donc ensuite, il y a eu donc une deuxième grande impulsion au niveau académique, c'est-à-dire que la DAZEN actuelle, donc la directrice des services de l'éducation nationale, Madame Benoît Morvan, a donc écrit en 2012 et eu la volonté de mettre en place ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, un groupe départemental, qu'on a appelé le groupe départemental d'enfants autistes. Alors, pardon. Je suis désolée, c'est l'émotion. Et du coup, on m'a dit expliquer pourquoi. Et bien en fait, parce que moi, dans mon champ, j'ai 2 missions. J'ai les élèves intellectuellement précoces et les élèves autistes. Voilà. Et en fait, il y a une logique à ça, je vous expliquerai sûrement dans un second temps, ou peut-être au moment des questions-réponses. Alors, donc il y a 4 axes de travail. Le premier axe était de nous demander de faire l'état des lieux des besoins sur l'ensemble du département, donc pour essayer d'évaluer le nombre d'élèves du premier et du second degré qui étaient concernés. Le deuxième axe portait sur repérer les différentes formes de scolarisation existantes, de les évaluer et surtout d'évaluer leur réussite.
mais également d'évaluer les difficultés des enseignants, c'est-à-dire leur difficulté à évaluer exactement et précisément les besoins des élèves pour bien sûr mieux y répondre par rapport à ce qu'ils voyaient et percevaient dans les classes. Le troisième axe était donc de mutualiser et de diffuser ces initiatives, de permettre finalement à ces adaptations inventées par les uns qu'elles puissent être également utilisées par les autres. Et là, tout de suite, dès le début, j'ai démonté ce principe-là, puisque je vous ai dit qu'avec notre dispositif placé à Jules Verne, pour l'instant, nous n'arrivons pas à le faire. Il n'empêche que des choses sont quand même intéressantes et transposables. Donc ça, c'était valable au niveau de l'école, donc de l'école primaire, du collège et des lycées. Et enfin, le dernier axe, c'était bien sûr le module de formation. On en a un petit peu parlé ce matin. Donc le module de formation qui comprend sensibilisation dans un premier temps, pour que tout le monde ait entendu parler de ses élèves. Ensuite, comment est-ce qu'on pense la formation et comment est-ce qu'on installe les plans de formation, en sachant qu'on va avoir des plans de formation pour le premier degré et que par exemple, il nous faut travailler en lien avec le rectorat pour le second degré. Hein, on n'est pas tout à fait sur le même plan et ça ne s'organise pas du tout de la même manière. Ensuite, je pense que ça a été un petit peu évoqué ce matin, ou en tous les cas sûrement survolé, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place les formations, il faut savoir à qui on s'adresse. Donc d'un côté, pour cette année, pour le premier degré, on a imaginé ce qu'on a appelé, nous, une formation départementale. Donc là, on a un amphi de 300 personnes. Et en fait, ce sont des inscriptions individuelles. Donc les enseignants, spontanément, choisissent leur formation et s'inscrivent. Il y avait 300 places. Aujourd'hui, les 300 places sont pleines. Donc là, je vous renvoie à la question de tout à l'heure. Si les gens ne sont pas obligés de venir, mais prennent de leur temps et de leur énergie, c'est que je pense, peut-être que ce n'est pas acquis, mais en tous les cas, nous sommes en bonne voie. Il y a des choses qui sont entendues. Il y a des progrès. Donc je tiens à le préciser. Ensuite, dans la mise en place, on va penser donc à comment on va le mettre en place. Et là, je vous ai dit qu'on avait de grandes difficultés à généraliser les adaptations. Donc ce qui veut dire qu'on est obligé de passer par les bassins, ce qu'on appelle les bassins. Ce qui va être, par exemple, une formation d'école. Dans un bassin, il y a plusieurs écoles. Donc on ne pourra pas former tout le monde. Pas en tous les cas la première année. Donc il va nous falloir du temps. Et je vous ai dit que pour l'instant, nous n'avons qu'un an d'existence. Donc soyez indulgents, laissez-nous un petit peu de temps. Voilà, je crois que je fais le tour. Juste peut-être une petite question, Madame Audureau. Est-ce que vous êtes au courant avez-vous des retours de certains établissements? Est-ce que vous savez si tous les établissements ont été mis au courant que cette commission existait ou pas? Alors très sincèrement, je pense que tous les établissements ne le savent pas, ou alors que tous les collègues ne le savent pas forcément. Par contre, chaque enseignant, et ça, on va dire que ça appartient au référentiel de compétences de chaque enseignant, que ce soit dans le premier ou le second degré, d'aller chercher l'information. Donc les informations, elles sont également disponibles sur le site de l'Éducation nationale, où on essaye de mettre à jour les circulaires, les textes sur lesquels les collègues peuvent s'appuyer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Voilà, alors après, où regarder sur le site? Là, on était en discussion parce que jusqu'à maintenant, en fait, c'était sur la partie réservée au pôle ASH. Puis après, on s'est dit, peut-être pas. Donc là, pour l'instant, on est en réflexion au niveau du groupe départemental. Et peut-être qu'on va changer de place. En tout cas, on va aussi ouvrir un espace au niveau du rectorat. Ça, c'est sûr. Merci bien. Suite à l'intervention de Madame Audureau, j'aimerais vous présenter Madame Audrey Fontaine qui est à côté de moi et qui se situe
un petit peu en complément par rapport à l'éducation nationale. Pouvez-vous vous présenter vous-même? Bonjour, donc Audrey Punten. J'ai une formation d'architecte paysagiste et d'ingénieur en aménagement paysager, donc à la base rien à voir avec le professorat ou l'éducation nationale. J'ai 2 enfants qui sont précoces avec des particularités très différentes, une qui est plus artiste et l'autre qui est plus inventeur, technicien, ça doit vous parler. Et j'ai bien sûr rencontré, comme beaucoup d'entre vous, des difficultés au sein de l'école primaire, surtout avec mon fils, bien sûr, les garçons d'abord. Et j'ai pris le parti de ne pas compter que sur ma chance pour avoir des professeurs attentifs, formés, intéressés. Et donc, j'ai créé une école alternative qui s'appelle l'école Corbillo, qui se situe à Saint-Nazaire, et qui est une primaire et aussi un secondaire, puisqu'on a toutes les classes du collège. Et cette année, c'est seulement la 2e année, une classe de seconde générale. Nous accueillons 47 élèves. Nous sommes une équipe de 13 personnes qui comprend aussi une psychologue du CHU de Nantes qui nous aide, aussi une sophrologue, Christelle Robert-Lalande, qui est dans la salle. Et nous travaillons pour mettre en place des pédagogies, ou une pédagogie, c'est comme on veut, mais non pas un dogme en tout cas, qui permettent aux enfants doués de se sentir bien dans l'école, parce que c'est d'abord ce qui nous est demandé. Alors on n'est pas réservé aux enfants HP, on ne trie pas sur le QI, par contre on trie, ça c'est sûr, sur la gentillesse. Et c'est pas anodin, parce que l'année dernière, on ne l'a pas fait en début d'année, pour notre première année, et on a rencontré donc des élèves, des parents qui nous cachaient que leurs enfants étaient agressifs ou violents et qui trouvaient au plaisir une nouvelle école qui veut bien l'accepter, surtout en ne disant rien, alors qu'ils avaient été virés de 3, 4, 5 écoles auparavant, et ce n'est pas pour rien. Les procédures sont longues dans l'éducation nationale, donc quand un enfant est exclu d'une école, c'est pas anodin. Donc on a mis en place une semaine d'essai pour toute procédure d'inscription, et c'est bel et bien sur la gentillesse, l'empathie que l'on trie. Et donc on a une école d'enfants sympas, ça c'est super agréable, et des enfants qui se sentent bien. Voilà. Qui vient vers vous en premier? Est-ce que ce sont les élèves, les parents qui souhaitent intégrer cette école? Alors ça dépend de l'âge. Évidemment, quand un enfant est du niveau primaire, il ne va pas dire « mais j'ai entendu parler d'une école », donc c'est assez rare. Par contre, on a le cas pour des élèves plus grands qui font la démarche avant leurs parents et qui en parlent aux parents. D'ailleurs, il y a une maman qui est là et c'est sa fille qui a fait la démarche sur Facebook de me contacter, de prendre des renseignements et qui est avec nous cette année. Donc ce sont surtout les parents, mais aussi les grands-parents qui ont vraiment une part importante dans la vie de leurs petits-enfants, qui nous appellent, qui prennent des renseignements, qui prennent rendez-vous et qui viennent nous voir. On parlait de pédagogie tout à l'heure, et vous me disiez, quand on en discutait, que vous vous sentiez un petit peu à part ou en complément. Est-ce que vous pouvez parler éventuellement du programme que vous dispensez à vos jeunes EIP? Alors il y a 2 choses, il y a le programme et la pédagogie. Alors le programme, on se base sur le programme de l'éducation nationale, c'est notre base de travail. D'abord parce que les enfants peuvent changer d'école derrière et il faut qu'ils aient vu tout ce qui est prévu a priori dans l'année. Maintenant, ce n'est qu'une base de travail. On donne du sens, donc on rajoute des liens. On ne passe pas des Romains au Moyen-Âge sans expliquer pourquoi. Et quoi, une guerre atomique, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on donne du sens. Quand on parle du théorème du Pythagore, on parle d'abord de Pythagore. Ça semble assez logique. Donc on donne énormément de sens. On enrichit, on approfondit. Hier, parce que je suis professeure d'histoire géo aussi dans l'école maintenant, et ils avaient bien travaillé, franchement. Donc on a pris 1 heure où on a discuté aussi de géographie, mais de la géographie des étoiles. J'ai lu les chroniques d'Hubert Reeves, passionnant, et ils étaient très intéressés. Et pendant ce temps-là, et ça rejoint la pédagogie, il ne faut pas seulement leur demander d'écouter. On les autorise à dessiner, à faire du canevas, ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont silencieux et dédiés à l'écoute. Alors c'est très intéressant parce que, et ça relève bel et bien de la pédagogie, on les autorise à faire plusieurs choses en même temps. Ils peuvent dessiner des voitures tout en écoutant le cours. Ça n'est pas gênant du tout. Ils peuvent faire du découpage, voilà, tout en regardant ce qui se passe au tableau.
C'est possible aussi. Ils apprennent bien comme ça les contient. Alors la pédagogie, elle s'est basée sur le fonctionnement des enfants HP. On est parti de là. Donc oui, on donne du sens, oui, on leur permet de faire beaucoup de choses, mais également, on les écoute, on les regarde, on est égaux dans l'école, on se tutoie. Notre première règle, c'est le respect. On ne demande pas aux élèves de se lever quand un professeur rentre en classe, parce qu'il faudrait que je me lève également quand ils rentrent dans mon bureau. Donc par contre, on leur demande de dire bonjour quand une personne rentre dans l'école, quand une personne rentre dans la classe. Ça, c'est du respect. Mais c'est vaste en fait la pédagogie. Alors on se sert en effet de la pédagogie des gestes mentaux d'Antoine de la Garonnerie tous les jours. On se sert des travaux de Célestin Freinet pour mettre en place l'assemblée générale, l'écriture créative, la découverte professionnelle avec une personne, un professionnel qui vient chaque semaine présenter son métier. On se sert des travaux de l'école Summerhill en Angleterre, qui existe depuis 1921, donc qui a de l'expérience, qui a écrit des livres comme Livres aux enfants de Summerhill. Excellent, excellent livre. Où l'école n'est pas, les cours ne sont pas obligatoires. Voilà. Les enfants y vont quand ils sont décidés. J'adore cette idée. Mais ils sont dans l'enceinte de l'école, par contre, qui est un internat avec un grand espace vert. Et on se sert également des travaux de l'école finlandaise. C'est pourquoi nos enfants, à l'école, sont en chaussettes, en chaussures, pieds nus, en chaussons également. Donc ils peuvent avoir des chaussettes totalement trouées le soir, parce qu'ils étaient pieds nus en chaussettes toute la journée. Et ce n'est pas grave tant qu'ils se sentent bien. La base de notre travail, c'est d'abord qu'ils se sentent bien au sein de l'école, et c'est ce que demandent les parents quand ils viennent nous voir. Et une fois qu'ils se sentent bien, c'est-à-dire qu'ils ont commencé déjà à cicatriser, parce qu'en général, ils ont un vécu assez lourd, que vous connaissez certainement en tant que parents, c'est-à-dire se retrouver seul dans la cour, être harcelé par d'autres enfants, être mécompris par certains professeurs, s'ennuyer au point de déprimer, même tout petit. Donc quand ils arrivent ici, ils ont besoin de se reconstruire et de se découvrir. Et c'est notre travail, il est là. Il est de leur redonner confiance en eux, parce que la confiance en eux, elle est au niveau moins 10 milliards d'années-lumière. Et on leur redonne confiance en eux. Et ça marche. Et de fait, ils apprennent mieux. Voilà. Je pense que vous avez ouvert une classe en lycée. Vous venez juste d'ouvrir. Quelles sont vos ambitions pour les élèves de lycée? Vous voulez poursuivre? Vous avez les compétences nécessaires pour ouvrir plusieurs séries générales, technologiques? Quelles sont vos ambitions? Oui, alors on n'aura pas les moyens d'ouvrir plusieurs séries, ça c'est clair. Donc on va certainement se concentrer sur la série S, qui est la plus demandée par nos élèves. On ne sait pas à quel tempo on va ouvrir les prochaines classes. On a donc déjà la classe de seconde. Donc peut-être la classe de première l'année prochaine, ça va dépendre des demandes des parents aussi. Et c'est la terminale l'année suivante. Quant aux compétences, les compétences, ça se recrute. Hein, ce sont des personnes. Et voilà, il y a plein de professeurs intéressés qui nous contactent, qui viennent parfois d'ailleurs de l'éducation nationale, dans le public, dans le privé, mais parfois pas du tout. Ils ne sont pas du tout passés par là et ils veulent tout de suite intégrer une pédagogie différente, tester leurs idées, rencontrer d'autres enfants, d'autres parents, d'autres méthodes. Donc voilà, donc ça on recrute, ça c'est pas un souci, on trouve énormément. Quand j'ai ouvert, j'ai un poste de professeur des écoles pendant les vacances de Noël 2012, autant dire que tout le monde n'est pas derrière son ordinateur à cette période-là, j'ai reçu 60 CV. Hein. Merci. Ce sont des propos plein d'espoir pour les familles, pour les jeunes, pour les grands-parents. C'est intéressant de savoir que les grands-parents s'intéressent aussi à l'avenir de leurs petits-enfants en souffrance avec l'école. Pascal Perotto, nous vous attendions avec impatience. Vous vous sentez chez vous ici, parce que je pense que vous êtes membre de Mensa. Vous allez vous présenter vous-même. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Perotto, donc membre de Mensa. Je suis aussi professeur des écoles et maître formateur à l'ESP du 77, donc soit Torcy, soit Melun. Voilà. Donc je forme, mon métier c'est aussi, donc je suis 3 jours en classe et 1 jour pour la formation des futurs enseignants.
Et j'ai été aussi conseillère pédagogique. Et donc là, j'ai aussi donc, travaillé dans la formation continue cette année au niveau, par exemple, au niveau des animations pédagogiques pour les enseignants. Voilà. Merci. Qui est le volet, je n'ai pas expliqué en fait. D'accord, c'est parfait. D'autre part, je suis aussi déléguée aux enfants précoces pour l'association MELSA pour l'Île-de-France. Je crois que vous avez préparé un petit diaporama, c'est ça? Vous souhaitez plutôt être autonome avec... Oui. Oui, vous attendez les questions. Puisque vous parliez de formation, est-ce que les enseignants sont formés? Est-ce que les enseignants sont en demande de formation? Est-ce que vous les incitez à être formés sur les enfants précoces? Voilà, alors d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que pour les enseignants, c'est une obligation de prendre en compte ce qu'on appelle les BEP, c'est-à-dire besoins éducatifs particuliers. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à ces enfants, c'est un dû. Donc les enseignants sont dans l'obligation de prendre en compte ces enfants-là. Voilà. Et donc au niveau de la formation, au niveau des animations pédagogiques, donc de la formation continue, en tout cas, sur mon département, c'est quand même un département très moteur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas tout à fait le même ressenti que certains enseignants. Hein. Nous, sur notre département, quasiment toutes les circonscriptions ont déjà proposé des animations pédagogiques, soit de 3 heures, soit de 6 heures, pour la formation justement sur la précocité intellectuelle. Ça a toujours été des animations, on va dire, libres, puisqu'il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont libres. Et donc, elles ont toujours été pleines. Voilà, donc ce qui signifie que les enseignants du 77, comme probablement de nombreux enseignants, sont quand même en demande justement de formation, parce qu'ils se seront retrouvés en difficulté avec des enfants précoces, et donc ils auront ressenti le besoin d'avoir une formation. Voilà, donc ça c'est pour la formation continue. Maintenant, inutile de vous cacher bien entendu qu'il y en aura qui ne feront pas cette démarche. Mais je pense que la machine est en route, et que petit bout par petit bout, déjà, dans une école, il suffit parfois qu'il y ait une personne sensibilisée à la précocité pour que ça fasse un petit peu boule de neige. Voilà. D'autre part, au niveau de la formation initiale, donc vous savez que maintenant les enseignants vont jusqu'au Master 2. En Master 2, il y a au programme justement une sensibilisation à la précocité intellectuelle. Donc ce qui signifie qu'actuellement, sur le 77, tous les nouveaux professeurs des écoles ont eu une sensibilisation. Donc vous vous rendez compte quand même que les choses bougent. Hein. Voilà. D'autre part, je voulais vous parler d'une chose dont on a légèrement parlé ce matin, mais pas suffisamment. Tous les enseignants qui sont là ont probablement reçu dans leur boîte aux lettres, mail, j'entends, un mail du ministère disant qu'il y a sur le site EduScol une rubrique pour les enfants précoces qui va leur donner, je dirais, des billes pour pouvoir aider à la scolarisation. Mais il y a quand même une chose qu'ils ont oublié d'expliquer, donc je pense que c'était un petit peu mal défini dans le mail, c'est que tout en bas de cette page, il y a un lien sur le module de formation pour aider à la scolarisation des enfants précoces, qui est justement, ce module est sorti au mois de septembre, donc il y a environ 3 semaines. Donc je serais intéressée quand même de savoir si les enseignants qui ont eu le mail ont compris qu'il y avait quelque chose en bas, parce que pour moi le mail était vraiment mal tourné. Et vous les enseignants, avez-vous compris qu'il y avait un lien en bas? Qu'est-ce qu'a compris parmi les enseignants? Bon, 3, non mais c'est tout à fait normal, je vous rassure tout de suite. Moi, quand j'ai vu ce mail, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça ne mène pas directement sur la brochure, ça mène uniquement sur la page, sans signaler qu'il y a quelque chose de nouveau en bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, maintenant, j'ai fait partie du groupe national qui travaille sur la scolarisation des enfants précoces, et nous avons conçu cette année ce module de formation sur la scolarisation des enfants précoces, qui peut donner des pistes de repérage, tous les leviers institutionnels, et puis aussi, bien entendu, des pistes d'aide pédagogique. Donc ça, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc vous voyez quand même que les choses bougent. Donc ça fait quand même 18 pages. Si vous voulez le trouver, c'est pas compliqué. Dans Google, vous tapez scolarisation EIP, donc pardon, module de formation scolarisation EIP, septembre 2013. Et vous tombez dessus, c'est un PDF.
Ou sinon, si vous ne tombez pas directement dessus, vous allez tomber sur la page du ministère, et tout en bas, il y a un petit lien. Voilà. Donc, voilà, je vois Jean-Guillaume. Oui, je crois que la brochure est mise à votre disposition en lecture libre sur la table au fond de la salle, oui, dans le hall. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de faire, de balayer rapidement, ce qui va être un petit peu frustrant, mais tant pis, l'essentiel, c'est d'avoir déjà vu quelques petites bricoles qui peuvent aider, voilà, à la scolarisation des enfants précoces. Alors, tout d'abord, ce matin, à 7 h du matin, je me suis dit, j'ai relu mon diaporama, histoire de bien me le mettre dans la tête, et je me suis dit, quand même, il manque le plus important. Voilà. La priorité, porter un regard positif sur cet enfant, comme disait d'ailleurs une personne ce matin. Voilà. Vraiment, changer le regard sur l'enfant précoce. L'enfant précoce, il sent bien qu'il a des trucs bizarres quand même. Hein. Il sent bien qu'il est en décalage avec les autres. Bon, il n'est pas forcément bien dans sa peau au moment où il est détecté. Au moment où il est détecté, pour lui, ça doit vraiment être un soulagement. Justement, si l'enseignant commence à le regarder autrement. D'ailleurs, quand on dit l'enseignant, ça peut être aussi les parents qui ont un regard positif sur lui. Ce regard positif va servir aussi à le rassurer sur la confiance qu'on a en lui. On sait que tu sais, on sait que tu peux, on sait que, bon d'accord, là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas, mais t'inquiète pas, là, on va t'aider, et on va t'aider justement à cheminer, puisque maintenant, on sait comment tu fonctionnes. Alors, voilà, voici quelques adaptations pédagogiques. Alors, certains de ces contenus sont un petit peu dérivés de ce qui a été fait dans la brochure et du SCOL. Et certains ont été un petit peu améliorés avec, je dirais, ma sensibilité. Voilà. Alors, enrichir les contenus, ça, c'est déjà la première des choses. Un enfant précoce a besoin d'être alimenté. Hein. Il apprend plus vite, donc on ne peut pas se contenter d'un tout petit contenu. On va donner davantage. Alors, l'enfant, l'EIP ne sait pas faire simple. Il a besoin de complexité pour fonctionner. Parfois, l'EIP va dire, bon, on me demande ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible que le maître, l'enseignant, le prof, au collège, au lycée, me demande ça. C'est pas possible, c'est trop simple. Donc, éventuellement, il va barrer, il va gommer, il va recommencer quelque chose de beaucoup plus compliqué. Non, ben non, l'EIP ne fonctionne pas dans la simplicité. Il a besoin de complexité pour fonctionner. Donc, ce n'est pas compliqué pour un enseignant. Hein. D'abord, par exemple, on peut avoir des supports variés. Imaginez une leçon de géographie, hein, avec une découverte d'une carte. On peut très bien donner plusieurs cartes ou éventuellement quelques paysages analysés, c'est-à-dire finalement avoir davantage de choses à traiter pour l'enfant précoce. D'ailleurs, il n'y aura pas que l'enfant précoce qui a besoin d'un petit peu plus dans une classe. Donc finalement, ça pourra faire un petit groupe. Il peut y avoir un support avec des contenus beaucoup plus complexes. Hein. Par exemple, au niveau des problèmes, c'est facile de complexifier au niveau des problèmes. On peut très bien rajouter des informations inutiles, on peut très bien rajouter des informations non verbales, on peut rajouter des tas de petites facéties qui, au contraire, vont titiller un petit peu l'intelligence de l'enfant précoce. On peut proposer aussi un approfondissement. Alors, l'approfondissement, le mieux, c'est quand même la recherche interdisciplinaire sur le sujet étudié. Voilà. Imaginez un petit peu que, par exemple, on étudie un événement en histoire. Autour de cet événement, qu'est-ce qu'on peut faire en interdisciplinaire? Eh bien, on peut faire, par exemple, on peut s'occuper des arts. Qui dit art? On peut très bien, après ça, comment dire, poursuivre par les arts visuels. Hein. On peut très bien aussi étudier quelque chose. On peut étudier la vie de l'époque, la vie des paysans à l'époque. On peut s'intéresser aux instruments de musique, on peut s'intéresser, si on a la fibre scientifique, on peut très bien s'intéresser à l'alimentation à l'époque. Voilà. Donc on peut très bien approfondir autour du même sujet, mais en faisant appel aux autres disciplines. L'EIP a soif de connaissances, il a besoin d'élargir ses apprentissages. Voilà. Donc l'EIP a horreur des répétitions. Ben oui, l'EIP, il a compris du premier coup. Éventuellement, s'il a zappé à ce moment-là, il a compris du deuxième. Mais quand on en arrive à la 3e séance, 4e séance, en réinvestissement, c'est difficile pour lui. Donc pour lui, limiter les exercices répétitifs. Bien sûr, on va réinvestir, mais pour lui, comme pour le petit paquet, qui a besoin de plus, eh bien, à partir du même objectif, on va avoir davantage de complexité. Moi, pour illustrer ça, je prends le problème. Moi, bon, je suis enseignante, j'ai un CE1. Lorsque je présente des problèmes, j'en présente en général 5. D'abord, les 3 premiers sont obligatoires pour tout le monde. Hein. Et puis,
les problèmes sont de difficulté progressive. Ce qui fait que l'enfant en difficulté va pouvoir faire les premiers, éventuellement avec un petit peu d'aide. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'enfant précoce a besoin de faire le bas de gamme? Pas forcément. Donc l'enfant précoce pourrait très bien commencer 3e, 4e, 5e. Bon, maintenant, si c'est un enfant qui a besoin de plus, dans ces cas-là, on peut même envisager un 6e problème, qui là serait beaucoup plus complexe. Et là, qui va justement intéresser l'enfant. Bon, on disait ce matin, bah oui, mais c'est une punition de donner un travail supplémentaire. Je ne suis pas trop d'accord, moi, personnellement. Parce que, par exemple, pas plus tard que ces derniers jours-là, hier et avant-hier, lors d'un exercice, j'ai mis 3 niveaux au tableau. Premier niveau, alors là, c'est pour tout le monde, là. Tout le monde doit me faire ce premier niveau. Le deuxième niveau, déjà, si on a bien réussi le premier, on fait le deuxième. Ah, attention, pour les costauds, là, pour les fortiches, là, il y a le troisième. Donc sur le troisième, il y a des petites astuces. Vous pensez bien présenter comme ça, c'est pas une punition. Hein. Et donc l'enfant, justement, il a envie. C'est un défi, donc il a envie. Et le troisième, au contraire, ils vont tous se faire un malin plaisir d'attaquer le troisième, et justement avec les difficultés. Ouais, moi j'ai réussi la difficulté, et toi, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Donc là, au contraire, c'est un défi. Ce n'est pas du tout une punition. Voilà, donc difficulté graduelle, mais suppression des exercices de petit niveau. Donc, adapter les méthodes pédagogiques. Donc, l'enfant précoce, comme on vous l'a déjà dit, bien sûr, parfois pour se mettre au travail, effectivement, c'est un petit peu dur. Hein. Donc, il faut absolument valoriser tous ses progrès. Il faut absolument l'encourager. Bien sûr, tous les enfants ont besoin d'encouragement, mais l'enfant précoce encore plus que les autres. Donc, valoriser ses progrès, reconnaître ses progrès, même minimes. Par exemple, l'enfant précoce a souvent des problèmes d'écriture. Le jour où il fait quelque chose d'un peu plus propre, le jour où il s'est appliqué, il ne faut pas dire, bah ouais, bon, d'accord, il y a un petit problème, ouais, bon, il reste encore beaucoup à faire. Non, on va voir le positif. Ah, c'est déjà mieux, bravo, tu progresses. Voilà. Et puis, voilà, donc il a besoin d'être reconnu, car il doute de lui. C'est un enfant qui, souvent, manque de confiance en lui. Parce que, justement, il se sent un petit peu différent. Et puis, l'enfant précoce, il va plutôt voir là où il ne fonctionne pas. Et puis, très souvent, les enseignants, et très souvent aussi, vous parents, moi parents aussi, bien sûr, on a trop souvent basé notre éducation sur ce qui ne va pas. Bah oui, regarde, là, ça ne va pas. Mais au lieu de voir ce qui ne va pas chez notre enfant, et chez nos élèves, autant voir justement ce qui fonctionne pour que l'enfant prenne confiance en lui sur ce qui fonctionne, et sur ce qui fonctionne, et bon, et après ça, bien entendu, une fois qu'on a pris confiance en soi sur ces points positifs, on peut justement repartir et combattre un petit peu ces points, on va dire ces petites faiblesses. Hein. Donc, autre chose aussi, dont on a commencé à parler ce matin, l'EIP n'apprend que s'il a compris le sens. Un EIP, on ne peut pas dire, tiens, voilà la formule mathématique, tu te la mets dans la tête et tu l'appliques. Alors ça, c'est pas possible. Tiens, la règle d'orthographe, on écrit à sans accent quand on peut dire avec. Donc, alors ça ne fonctionne pas. L'EIP a besoin de trouver du sens partout. S'il n'y a pas de sens, pour lui, ça n'existe pas. Voilà. Donc l'EIP, au niveau du sens, il est très fort. C'est un bon découvreur. D'ailleurs, quand on est enseignant, comment on fait pour reconnaître les EIP? Moi, déjà, je les reconnais parce que c'est eux qui découvrent. Quand on fait la situation d'apprentissage, la situation de découverte, bon, par exemple, au tableau, hein, on met quelque chose qui interroge l'enfant. Et qu'est-ce qu'il trouve en premier? Ce ne sont certainement pas les élèves bien scolaires, bien gentils. Non. Ce sont justement les enfants précoces. Ils peuvent être aussi bien gentils d'ailleurs, hein, c'est pas un problème. Mais les enfants bien scolaires, les têtes de classe, eux, ils n'auront pas forcément découvert tout seuls. Mais après ça, ils auront tout assimilé, comme le maître veut, comme le prof veut. Et après ça, ils vont parfaitement recracher ça. Le jour du contrôle, ils auront 19-20. Et notre enfant précoce, lui, qu'est-ce qu'il aura fait, lui? Lui, il aura découvert avant les autres. Oui, mais après, ouais, bon, c'est bon, j'ai compris, hein. Pas besoin d'apprendre, pas besoin de m'entraîner. Bon, le jour du contrôle, bon, il aura 15-16. Bah oui, bah, après ça, que vont dire les enseignants? Bah, pourquoi on lui ferait sauter une classe à lui? C'est pas lui le meilleur de la classe. Bah oui, mais parce que justement, il faut absolument être exigeant sur beaucoup de choses. Et puis leur donner aussi le goût de l'effort, le goût de la perfection. Bien qu'ils soient parfois perfectionnistes, mais ils ne savent pas s'y prendre. Voilà. Donc, donner parfois des travaux plus complexes, justement, afin d'entraîner l'élève à l'effort.
et elle oblige une véritable réflexion. Parce que tant qu'ils restent sur quelque chose qui est trop facile pour eux, d'abord, l'effort, ils ne savent pas ce que c'est pas la peine, ça ne leur demande pas d'effort. Hein, voilà. Et donc, leur donner le goût de l'effort, justement, d'où l'intérêt des exercices bonus, où justement, là, on est obligé de bien réfléchir, de mettre en place des tas de stratégies. Voilà. Et autre chose aussi, la prise de conscience des étapes intermédiaires qui ont permis de trouver et d'atteindre la réponse. Par exemple, on travaille un problème. Tiens, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, d'accord, comment t'as fait? Je sais pas, j'ai trouvé. Oh, eh ben oui, mais ça, le problème, c'est que ça fonctionne pas bien longtemps. Hein. Surtout quand il y a des opérations intermédiaires. Bah oui, tiens, d'où il vient ce montre-là? Bon, je sais pas, oui, bah, ils ont fait les opérations intermédiaires dans leur tête. Et puis, au bout du compte, ils sont pas capables d'expliquer comment ils ont fait. Donc ça passe un certain temps, et à un moment, ça ne passe plus. Hein, quand on arrive à faire au hasard en 4e, effectivement, géométrie, on donne le résultat. Les côtés sont proportionnels, d'accord? Prouvez-le. Ah. Donc là, effectivement, on demande à l'enfant l'inverse. On a le résultat, mais on n'a pas la méthodologie. Donc, voilà, ça pose un petit peu problème, et c'est justement à partir de la 4e, souvent, que les enfants précoces sont en difficulté. Voilà. Accepter que ce rythme ne soit pas celui de la classe. Alors, en plus ou en moins, moi j'insiste aussi sur le en moins. En plus, d'accord, oui, il y a des enfants précoces qui sont hyper rapides, on leur donne un travail supplémentaire. Pour moi, c'est pas une punition, sous réserve que ça soit présenté correctement. Au contraire, c'est un challenge. Mais, moi j'en ai eu un l'année dernière, avec son 137 en verbal, effectivement, et c'était parfait, son travail était parfait, mais il était lent. Il me faisait 3 problèmes pendant que les autres en faisaient 5. Ben oui, mais ce qu'il m'avait, c'était parfait. Donc pour celui-là, on ne va pas lui en donner plus. Hein, mais par contre, on va retirer les exercices trop faciles pour lui. On va ne donner que des difficiles, mais en quantité moyenne. Voilà. Donc finalement, on va simplement adapter. Il est lent peut-être, mais il a besoin de plus de difficultés, plus de complexité. Donc donner plusieurs tâches simultanées, comparer 2 ou 3 documents, plutôt que de l'écrire un à un, puis les comparer. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure pour par exemple, la fiche d'histoire. Hein, la fiche d'histoire ou la fiche de géographie. Donc l'EIP a besoin de créer. Alors les EIP sont très créatifs. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ici il y a de nombreux adultes à haut potentiel dans la salle. Vous aussi, vous n'avez qu'à réfléchir à votre façon de fonctionner. Vous travaillez probablement dans la créativité. Hein. Mais alors, justement, quelle est la place de la créativité à l'école? Il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité, sauf si, bien entendu, l'enseignant fait la démarche de. Hein. Alors, production d'écrit, pour moi, c'est déjà la première des créativités à développer. Parce que la production d'écrit, c'est quand même l'aboutissement. Hein. Quand on travaillera, que ce soit en histoire, que ce soit en sciences, que ce soit n'importe quoi, on aura besoin de produire un écrit. Donc, justement, autant inciter les enfants à produire un écrit avec des situations stimulantes. Hein. Bon, on peut faire aussi, on peut encourager la créativité en sciences. En sciences, eh bien, on va pratiquer la démarche expérimentale, on va élaborer des expériences, tant qu'à faire, ou des enquêtes. Voilà, donc là, on va mettre en jeu la créativité de l'EIP. Création de jeux mathématiques, pourquoi pas, effectivement, à partir d'une notion, on va créer des jeux. L'EIP va aimer l'école. Création informatique, alors là, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, quel est le métier le plus représenté à Mensa? Informaticien, ce n'est pas un hasard, voilà, c'est normal, pour être informaticien, il faut être logique. Donc, des créations informatiques, des recherches sur Internet, alimenter le site de l'école, il n'y a que l'embarras du choix. Bon, et bien en EPS aussi, on peut aussi inventer des jeux de pièces, des productions kinesthésiques, c'est-à-dire finalement des petits montages. Si on travaille sur les châteaux forts, ben pourquoi pas fabriquer un petit château fort, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, on peut fabriquer des cartes animées, etc. Ça va leur plaire beaucoup aussi. Et les arts visuels, je les ai mis en dernier. À votre avis, c'est fait pour ou pas? Eh bien oui, c'est fait pour. Parce que quand on parle aux enseignants de créativité, ils vont vous dire tout de suite, ah, on va faire des arts visuels. Mais la créativité, c'est pas que ça. Hein. Donc je l'ai mis en dernier exprès. Voilà, les arts visuels, il n'y a pas que ça en matière de créativité. Maintenant, valoriser les travaux personnels et complémentaires de l'enfant. Ben oui, parce que l'enfant qui va produire quelque chose de plus, il ne va pas simplement produire uniquement pour lui. Parce que s'il va faire ses petites recherches tout seul, c'est pas tellement gratifiant pour lui. Mais s'il va faire des recherches et qu'après ça, il va les livrer en exposé, et de préférence avec quelques copains aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient toujours stigmatisés. Il n'y a pas que le IP qui va faire des recherches sur l'ordinateur. Hein. Voilà.
Et il n'y a pas que les EIP aussi qui peuvent être créatifs. Voilà, donc vraiment encourager toutes ces productions, pareil, toujours la valorisation de l'enfant. Maintenant, privilégier particulièrement la pédagogie de projet, et avec des projets interdisciplinaires. Donc on peut très bien les faire travailler. Moi ce que j'adore, ce sont les projets de voyage imaginaire. Alors là, bon, j'étais petit, des petits CE1, 7 ans, donc on part d'un voyage imaginaire, on fabrique les billets d'avion, nous-mêmes, on les remplit, on fabrique la carte d'identité, donc là déjà ça fait travailler la production d'écrit, je fais l'hôtesse de l'air qui les fait rentrer dans l'avion, après ça on s'imagine, nous-mêmes on fait des textes, on fait des montages, par exemple une année on avait travaillé sur la Thaïlande, on avait fabriqué des radeaux, on avait travaillé donc en sciences, en géographie. Bon, en géographie, on peut travailler effectivement sur le relief, on peut travailler sur les mers, on peut travailler sur les volcans lorsqu'il y en a. Voilà, on peut travailler bien entendu sur l'histoire du pays, on peut travailler sur les écoles, comparer les écoles, on peut travailler en musique bien entendu, on peut travailler aussi en EPS, enfin, on peut faire des tas de choses. Et tout ça, ce sont des choses qui passionnent les enfants. Ça passionne nettement plus les enfants que l'exercice 3 page 24. Ça, c'est toujours ce que je dis à mes petits jeunes, s'il vous plaît, sortez de l'exercice 3 pages 24. Et mes collègues qui plaisantent me disent, bah oui, évidemment, si tu fais toujours le même exercice, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Donc, je crois qu'il faut passionner les élèves, avoir un regard clément, accompagnant, être à leur écoute. Et, bon, il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est éventuellement le saut de classe. Ben oui. Lorsque on voit que l'enfant est vraiment trop en avance, il ne suffit pas simplement d'alimenter un petit peu, mais que l'enfant est capable et a besoin d'aller plus vite. Dans ces cas-là, moi je commence à attaquer un petit peu le programme de l'année suivante pour voir, pour voir justement si l'enfant accroche ou pas. Si l'enfant est content, si l'enfant commence à s'épanouir, s'il est volontaire, dans ces cas-là, on ne prend pas de risque. Voilà, on a d'abord essayé une accélération à l'intérieur de la classe, donc c'est vraiment sans engagement pour personne, ni pour l'enfant, ni pour l'enseignant. Si on voit que ça marche, en général, l'enfant le sait, il n'est pas angoissé, les parents ne sont pas angoissés, et l'enseignant ne prend pas de risque. Voilà. Et dans ces cas-là, l'enfant saute une classe à suivante. Ou voire en coordonnée, parfois ça peut arriver. Bon. Donc, utiliser les compétences spécifiques pour aborder les difficultés. Donc, effectivement, on part de ce qui est positif pour aller jusqu'au négatif. Donner du sens à l'orthographe d'un mot. Effectivement, parce que l'orthographe pour les EIP, c'est vraiment très très dur. Il ne voit pas le sens. Moi, j'en connais un, que je ne nommerai pas, qui n'a pas mis de S au pluriel jusqu'à à peu près l'âge de 21 ans, 22 ans peut-être. Il a commencé à en mettre le jour, il s'était mis auto-entrepreneur pour faire des sites, et puis je lui ai dit, mais mon fils, désolé, personne n'est parfait, hein. Voilà, mon fils, si tu veux vendre tes sites, il faudrait peut-être que tu fasses un petit peu moins de fautes d'orthographe. Et bien du coup, il a été motivé, et il en fait très peu maintenant. Voilà, donc conclusion, rien n'est désespéré chez les enfants précoces. Voilà, donc utiliser les outils numériques, ça, effectivement, ça les passionne davantage. Voilà. Proposer des tâches aussi visant à donner à l'élève un rôle à jouer dans le groupe classe. Effectivement, ça permet à l'enfant de se positionner, de prendre confiance en lui, et ça permet aussi de travailler le vivre ensemble. Hein. Voilà. Associer le plus les activités d'expression et de réalisation physique et intellectuelle. Voilà, parce que l'enfant n'est pas, on ne peut pas uniquement tourner sur l'intellect, ils ont aussi besoin de se servir de leur corps. Par exemple, j'en viens cette année, précocité garantie sans facture, puis il est d'une rapidité intellectuelle et physique, etc., mais il est incapable de dessiner un bonhomme. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose à accomplir. Voilà. Et solliciter aussi régulièrement l'élève, parce que ces enfants-là ont tendance à zapper. Ce qui permet quand même de vérifier si tout le monde est bien là. Travailler la méthodologie, ces enfants-là manquent énormément de méthodes. Donc, élaborer des contrats personnalisés pour que l'enfant sache véritablement ce qu'on attend de lui. Ces enfants ont du mal parfois à hiérarchiser leur travail.
Donc, éventuellement, découper le questionnement par étapes. Enseigner les stratégies de mémorisation. Ces enfants-là ont beaucoup de mal à mémoriser parce qu'ils s'imaginent justement, comme on disait tout à l'heure, qu'ils ont compris, donc ça y est, c'est bon, on n'a pas besoin d'apprendre puisqu'on a compris. Ah bah oui, mais ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas toujours. Ils ont souvent une bonne mémoire, mais pas toujours. Donc, il faut aussi s'appuyer sur le sens, sur leur logique, comme moyen des mots techniques. L'enfant a besoin de savoir ce qu'attend l'enseignant. Donc, il faut vraiment expliciter les critères de réussite. Parce que parfois, il faut quelque chose qui paraît aberrant, qui n'a rien à voir avec un enfant au potentiel. Et c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux. Apprendre à l'élève à formuler, rédiger ses réponses. Ben oui, parce que pour lui, dans sa tête, c'est normal, quoi. C'est normal, puisqu'il a écrit 3 mots, il s'imagine que ça suffit. Ben non, effectivement, ça ne suffit pas pour que celui qui le lit puisse comprendre. Ah, l'organisation du cartable. Aïe, aïe, aïe. Un jour, il a oublié le short, c'est pas grave, maman en donne un autre. Hein? Et puis le lendemain, on ramène le premier short, mais le deuxième, il est perdu. Les crayons, on n'en parle pas des crayons. Aïe, 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 ça c'est entre maman. Hein? Bon, rassurez-vous, il a 24 ans, maintenant c'est fini. Il va bien. La maman aussi d'ailleurs. Voilà. En tant qu'enseignant, sous la table de l'EIP à 8h35, qu'est-ce qu'on y trouve? Le crayon, la gomme, la vieille feuille, le chiffon qui est tombé par terre, enfin voilà. Ça, c'est sous la table de l'EIP. Voilà. Donc, quand il existe aussi, utiliser le cahier de texte en ligne. Bon, ça, c'est pas pour les élémentaires, c'est plutôt pour le collège, et ça se fait de plus en plus au collège et au lycée. Effectivement, ça peut aider. Hein, parce que, éventuellement, de temps en temps, ils n'ont pas bien noté au bon endroit, éventuellement, ils n'ont pas noté du tout. Un petit peu roublard aussi à l'EIP. Ils n'utilisent pas son intelligence uniquement pour les bonnes choses. Voilà. Donc, pour la socialisation, porter un regard positif, ça on l'a déjà dit, être dans l'écoute et le dialogue au cas de conflit. Ces enfants-là, si on les prend de front, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, il faut tenter d'aider l'élève aussi en discutant à comprendre les besoins de l'autre. Là, on en arrive un petit peu à l'intelligence émotionnelle, qu'on a nommé différemment ce matin. Hein. Voilà. Donc, se mettre à la place de l'autre, et essayer de penser, bien entendu, au ressenti de l'autre. Hein. Et tout ça aussi, ça donne, pour donner un sentiment de sécurité. L'enfant précoce a encore plus besoin que les autres de vivre en sécurité. Pour travailler le vivre ensemble avec le groupe classe. On ne peut pas travailler le vivre ensemble uniquement avec le IP qui a des problèmes de comportement. Vivre ensemble, c'est pour tout le monde, c'est pour tout un groupe. Hein. Donc, que le groupe apprenne à connaître l'enfant précoce avec ses spécificités, mais il faut aussi que l'enfant précoce y mette du sien. Hein. Donc, réfléchir au ressenti de l'autre, aux situations alternatives en cas de conflit, et au rôle de la parole en guise de médiation. Hein, parce qu'en général, un enfant qui cogne, que ce soit le IP vers les autres ou les autres vers le IP, c'est qu'ils ne savent pas forcément se servir de la parole en guise de médiation. Notre chère hypersensibilité de l'EIP exacerbe son ressenti. L'enfant précoce, il va tout se prendre en pleine tête. Hein. La moindre réflexion, pour lui, ça va être un véritable cataclysme. Donc ces enfants-là, voilà, là je n'ai pas vraiment de grosses pistes, mais il y a des gens qui ont déjà donné des pistes ce matin. Hein. Voilà. Pour réguler les émotions, rassurer l'enfant, relativiser, ben oui, tu as dit quelque chose de travers, mais bon, etc. Bon, ce n'est pas si grave que ça. Voilà, donc pour éviter les relations exacerbées. Attention, danger. L'EIP est très souvent victime de harcèlement. Et oui, voilà. Pas toujours, heureusement, mais beaucoup trop souvent. Pourquoi? Bon, il est dans l'hyperémotivité. Il est aussi dans l'altruisme, il est dans le ressenti des autres. Hein. Il est très souvent souffre-douleur. Donc, bien entendu, ça passe aussi par le dialogue avec l'enseignant. Si l'enseignant le ressent, c'est-à-dire l'enseignant peut servir de médiateur. Il faut aussi que l'enfant précoce arrive à prendre confiance en lui. Aussi, je pense que c'est la première des choses, vraiment, que si l'enfant précoce prend confiance en lui, il sera déjà beaucoup moins cible. Et si l'enfant précoce aussi a déjà quelques amis, aussi. Voilà, donc développer le relationnel, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pas facile à gérer ce genre de choses. Voilà. Et donc, privilégier les pratiques collectives dans différentes disciplines, ce qui aidera aussi l'enfant précoce à s'intégrer dans un groupe. Emma dit une enfant précoce devenue adulte, donc il doit avoir une vingtaine d'années. Effectivement, c'est qu'elle ne voulait pas être stigmatisée. Donc finalement, elle avait besoin d'activités complémentaires. Et donc finalement, ce qui était bien, c'est de créer un groupe où il y avait une activité
complémentaire, un petit peu quelque part, sans le dire, un petit peu géré par l'enfant précoce, mais où l'enfant précoce restait un petit peu discret, finalement, sans être stigmatisé comme quelqu'un qui faisait toujours plus, ou finalement qui comprenait avant tout le monde, finalement. Donc la mettre un petit peu en chef de projet. Et voilà. Merci Madame Perroto pour vos propos rassurants vis-à-vis des familles, des enfants. Je vois que certains enfants sont dans la salle. Rassurants vis-à-vis des enseignants qui ont pris sans doute beaucoup d'idées, beaucoup de pistes pour pouvoir engager dans leur classe tous ces conseils. Vous voyez qu'on ne se sent pas seul, on a des instances autour de nous qui gravitent, qui réfléchissent pour nous donner des idées. On a aussi la chance d'avoir deux associations. Madame Priou, ici, représente la FEP, elle va se présenter. Et puis, nous avons Monsieur Charles Lelez à ma gauche, qui va aussi présenter son association. Madame Priou, voulez-vous commencer? Bonjour. Donc, je représente la FEP Pays de Loire, qui est une association qui couvre 4 départements, Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne. Nous organisons des permanences téléphoniques. Les familles qui se posent des questions arrivent en général d'abord au téléphone. On discute avec eux. Quelquefois, ils ont besoin simplement d'être rassurés. D'autres fois, ils cherchent des professionnels qui peuvent leur permettre d'y voir un peu plus clair. Quelquefois, ils arrivent aussi, ils ont eu déjà un test de QI et ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas ce qui va changer, comment faire changer. Donc, en plus, ou après ces contacts téléphoniques, on organise assez régulièrement des rencontres de parents où les parents se retrouvent autour d'une table et échangent leur expérience. Ceux qui sont tombés dedans depuis plus longtemps, entre guillemets, rassurent les autres en leur disant comment ça s'est passé. Les solutions des uns pouvant servir aux autres, et en général ils ressortent réconfortés, ne serait-ce que de voir qu'il y a une quinzaine d'autres familles qui sont là et qui partagent les mêmes soucis et qui arrivent à s'en sortir plus ou moins facilement. On organise aussi des sorties familiales qui permettent aux parents de se rencontrer, mais aussi aux enfants de se voir. Ils ont souvent l'impression d'être des personnages étranges, uniques, des anormaux. Et quand ils en voient d'autres au niveau de l'association, ils sont énormément rassurés de voir que d'autres enfants sont comme eux. Ah oui, lui aussi, il est différent, lui aussi, oui, lui aussi, ou elle aussi. Et ils ont besoin un peu D'ailleurs, ils se font souvent des amis au niveau de l'association et ils en ont besoin pour se construire, pour avoir quelqu'un qui est un peu l'effet miroir pour eux. Et les sorties familiales sont aussi l'occasion pour les parents d'échanger de manière informelle. Pendant que les enfants sont occupés à une activité, les parents, bien sûr, papotent. Et ils ont toujours beaucoup à se raconter. Les enfants sont étonnés, mais les sujets de conversation ne manquent pas aux parents. En plus, nous organisons aussi des activités qui leur sont dédiées. On a fait, par exemple, une année un stage de méthodologie, comme on disait tout à l'heure, et ils ont beaucoup de mal avec tout ce qui est méthode de travail. Mais cette méthodologie est indispensable et on a remarqué que le stage était plus bénéfique chez les fins de primaire, début de collège, quand c'est encore assez souple pour pouvoir se plier à une méthode de travail. Les collégiens, entre autres, en ont tiré pas mal de bénéfices, je pense. On a aussi parmi nous une sophrologue, maman d'enfants précoces, qui organise des stages pour nos enfants. Des stages qui ont été assez miraculeux, entre guillemets, pour certains. La gestion de leurs émotions, par exemple, a été bien améliorée grâce à ces stages-là. Donc on essaie de proposer aussi bien pour les enfants que pour les parents. Et après, les propositions varient aussi en fonction des besoins. Certaines familles me feront remonter des besoins qu'on traduit ensuite en activités organisées en fonction de ce que chacun souhaite. D'autre part, l'association a aussi contact avec l'académie, puisqu'on fait partie, avec Mme Petit-Jaillet, du groupe académique dont parlait Mme Oduro-Fernandez, pour pouvoir mettre en place une aide pour tous les enfants de l'académie. Ça fait donc 18 mois en gros qu'on travaille sur le sujet, c'est intéressant, je trouve.
On est aussi demandé pour participer quand les parents ont la réponse à la question qu'est-ce qu'il y a de bizarre à mon enfant, etc. Et qu'ils doivent aller voir les enseignants, ils ont souvent du mal. Et comme on dit ce matin, ils ne s'adressent pas forcément aux enseignants avec beaucoup de diplomatie, donc ils ne sont pas forcément bien reçus. Ou quand ils s'adressent à la diplomatie, ils peuvent tomber sur un enseignant qui a du mal à voir le problème et qui, voilà, l'incompréhension les heurte. Et ils nous demandent de les accompagner. On participe assez souvent des équipes éducatives. Moi, j'ai l'avantage d'être enseignante. Enfin, je suis en retraite actuellement, mais j'ai enseigné pendant 35 ans. Et j'ai 2 enfants précoces, donc je vois les 2 côtés du problème. Et je permets aux parents, je leur dis, voilà, je vous comprends, mais aux enseignants aussi, c'est vrai que c'est pas toujours facile de percevoir les besoins des enfants, de savoir comment appliquer, parce que, comme on disait tout à l'heure, si le modèle était unique et le mode d'emploi unique, ça sera plus simple. Voilà. Et puis, la FEP a aussi une branche hors formation, et avec des professeurs qui sont détachés et qui fonctionnent, Madame Petit-Jaillir en fait partie, qui participent à des formations ou qui sont demandés par les établissements scolaires pour faire des formations aux enseignants des écoles. On est de plus en plus souvent demandé, depuis 2 autres rendez-vous là prochainement en Vendée. Voilà, les établissements qui entendent parler de précocité peuvent nous appeler et on délègue des professeurs qui vont dans l'établissement. On y va aussi pour une sensibilisation. Là, du coup, on se déplace pour rencontrer soit quelques membres de l'école, soit l'asso de parents, soit les professeurs, mais de manière un peu formelle pour juste présenter. Ça ne peut pas être une formation, ce n'est pas assez développé, mais ça donne souvent envie à l'établissement de chercher plus loin et de proposer pour certains de leurs enseignants une formation. Voilà un petit peu ce que fait la FEP au niveau de la région. Je pense que je passe la parole. Oui. Bonjour tout le monde, je suis Charles Delez, je suis le trésorier de l'AMPEP Pays de Loire. On a à peu près la même circonscription géographique que la FEP, mais on va un peu plus à l'est, on va jusqu'à, j'ai plus les thèmes, on va jusqu'à l'Eure-et-Loire. C'est les Pays de Loire au sens géographique. Voilà. Donc, je confirme ce qu'indiquait Françoise là, le rôle des associations de parents, et pour éviter des redites, on fait aussi groupe de parole parents, goûter pour les enfants, comme ça on a été là. On s'est aperçu que les réunions un peu sérieuses pour les pas, où les enfants se chamaillent entre eux, là, quand on organise la même chose avec un goûter, par exemple, c'est beaucoup mieux. Et je vais essayer, pour avoir des propos complémentaires, de parler de ce qu'on peut apporter aux parents. Moi aussi, je suis enseignant dans le supérieur, je suis un ancien EIP, marié à une EIP, avec 3 enfants EIP, 2 EIP de tous les côtés, dans les familles, belles familles, et ça n'empêche pas de se retrouver en difficulté. Donc j'ai entendu ce matin ce qui a été dit, donc j'ai entendu les souffrances des parents que j'ai connues. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé à l'AMPEP, en tant que parent qui venait d'arriver à Angers, parce que je viens d'Angers, des soucis de scolarisation, avec notamment un enfant déscolarisé 3 fois, donc 2 fois suite de violences scolaires. C'est heurté à nous sommes heurtés à des dialogues de sourds, des murs, dans le privé, dans le public. On a trouvé des gens très bien dans le privé, dans le public. Voilà. Donc on a connu la galère que connaissent beaucoup de parents, et on s'est aperçu que c'était des associations de parents qui pouvaient aider. Tout seul, c'est vrai que c'est une souffrance, on a beaucoup de mal et on n'est pas entendu. Donc en tant qu'enseignant, je peux vous dire, quand on a un enfant comme ça peut être la plaie dans une classe, parce que l'une des solutions pour que ça se passe bien dans une classe, c'est l'homogénéité du groupe. Si vous avez que des gens très doués ou que des gens nuls, c'est pas un souci d'enseigner. Vous allez adapter votre enseignement au niveau des gens que vous avez. Si vous avez à la fois très peu de temps, un programme chargé, peu de moyens, je ne parle pédagogique, pas de projecteur, on n'avait rien, on crée un tableau, et vous avez beaucoup de choses à voir en très peu de temps avec des gens de niveaux très différents, c'est la croix et la manière pour le meilleur enseignant de France ou du monde. Donc, première chose, et sans vouloir défendre les enseignants, parce qu'on en a vu des très bornés aussi, ne vous inquiétez pas, mais comprenez-les. D'abord que cela, Non, mais ça existe. On va pas dans le déni, ça existe. Il faut aussi savoir qu'il y a des parents très pénibles, et pas seulement des parents pénibles. Il y en a beaucoup qui arrivent en disant « Bon, mon enfant, c'est le meilleur ». Alors,
prenait une image, et quand vous arrivez avec une demoiselle très très moche, et qu'on dit, vous voyez, il faut la présenter à Miss France, c'est la plus belle, c'est la plus belle. C'est un peu ça. Parce que plusieurs enseignants m'ont dit ça quand je parlais de mes enfants, parce que nous, il se trouve qu'on a beaucoup déménagé pour raisons professionnelles. Ils disaient 2 à 3 ans dans une vie, on changeait, voilà, ça arrive maintenant beaucoup, les cadres notamment. Et j'ai un ou deux enseignants ou directrices m'ont dit ça. Ils m'ont dit, pour tout vous dire, au début, quand vous dites que votre enfant était très très doué, il fallait trouver des solutions, on ne vous croyait pas, parce qu'on a plein de parents qui viennent nous dire ça. Et on fait tous les tests, et c'est pas vrai. Ou on peut avoir une petite avance à un moment donné, puis c'est pas non plus révélateur. Ou comme vous disiez, on peut avoir une avance en langage, en facilité verbale, et pas forcément dans tous les apprentissages. Voilà. Donc ça arrive aussi pour certains enseignants. Mais il en existe, et je vous dis des deux côtés, des gens très très bornés. Voilà. Donc on s'est fait convoquer, on s'est fait convoquer au lycée avec le proviseur et le CPE, donc on a cru qu'il était quelque chose de grave, je ne sais pas, des violences physiques, je ne sais pas quoi. Et en fait, pour l'un de nos fils, il a un comportement très grave parce qu'il notait quasiment rien en cours. Donc au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, écoutez, j'ai commencé à prendre des notes, vraiment des notes dans l'enseignement supérieur, c'est pour faire plaisir aux professeurs. Chacun a sa façon d'être, et moi j'avais une mémoire, j'enregistrais tout. C'était très pénible à vivre pour mon entourage parce que je pouvais dire 2 jours après, réciter la phrase entière et la conversation entière qu'on a eue. C'est passé avec l'âge. Mais c'était pour vous dire le besoin que j'avais pour expliquer. Ça ne m'a pas empêché de travailler, de compléter en lisant, etc. Mais voilà, je n'avais pas besoin. Donc on comprend les enfants qui se sentent rejetés, on comprend les parents, et c'est vrai que l'association nous a apporté beaucoup. Là, il se trouve qu'on est des enfants, les fameux, là, et enfin rescolarisés. On est passé par l'association, je dis à la présidente, écoute, en tant que parent, individuellement, j'y arrive pas. J'ai beau dire à chaque réunion, chaque fois que je les vois, je suis trésorier d'Ampep, pour être président de la République, ils me voient comme un papa, ils n'en ont rien à faire. Et en passant par le côté institutionnel de l'association, on a contacté l'inspection académique, voilà, on a trouvé un vrai dialogue. Voilà, ça sert à ça, les institutions. En droit social, on a les délégués syndicaux, etc. On les appelle les institutions représentatives du personnel. Donc, des gens, les organismes sont là pour représenter les gens, pour éviter les casse-pieds, parce qu'il y en a de plus en plus dans le commerce, dans l'éducation. Voilà. Les gens qui se prennent pour des consommateurs, qui considèrent que, en tant que citoyen qui paye ses impôts, ou en tant que client d'un enseignement privé, dans tous les droits, il y en a de plus en plus. Ça explique aussi la réaction de certains enseignants, des gens qui viennent se plaindre partout, tout le temps. Et on en a même parfois, en général ils ne restent pas, mais on en a même dans les associations. Et me dire pourquoi vous ne faites pas ci, faites pas ça, il faut un atelier ceci, fais-le. Donne les clés du local, organise comme tu veux. Ah non, j'ai pas le temps. Nous non plus. On est un bureau, on est 3 ou 4. Adhérents, il y a toujours plus de monde. À vouloir organiser, il y en a moins. Mais voilà. Donc pour les parents, c'est ça. Très important de se regrouper. Le côté institutionnel joue. Le fait donc de voir qu'on n'est pas différents, qu'on a tous les mêmes problèmes en même moment. Comme disait Françoise notamment. Le fait pour les parents d'enfants plus âgés de dire il y a des phases, ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Ou inversement, méfiez-vous, une fois c'est le qui dort, parce qu'on a connu ça aussi. Le schéma classique de tous les parents, c'est très petit, ça se révèle. Mes 2 fils, j'en ai 2 garçons. Bon, après, il a lire tout seul. Le premier, il n'avait pas 4 ans. Déjà, il savait dire son nom, écrire son nom à 2 ans. Donc c'est là que la directrice ne me croyait pas. Moi, j'ai vu griffonner sur une photo, j'ai dit on n'écrit pas sur les photos, pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas répondu, et puis une heure après, en rangeant la photo, c'était sa photo à lui, il avait écrit son nom. Donc, la directrice, il ne me croyait pas, donc il lui a fait pareil, donc là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle me croyait. Voilà. Donc il a su lire tout seul à 4 ans, il a commencé à écrire des pièces de théâtre, des scènes de pièces de théâtre, il n'avait pas 6 ans. Voilà. Après, évidemment, avec le système d'enseignement et tout ce qu'il a vécu, ça s'est un peu arrêté. C'est à lui faire revenir ça, le côté créatif, le deuxième aussi. Mais ça n'a pas empêché qu'on se fasse considérer comme des mauvais parents qui ne savaient pas écouter leurs enfants. Alors, mais il est insolent, s'il est insolent, il sera puni. Non, mais quand je lui prends des notes, il ne prend pas de notes, il ne veut pas écrire, il fait mal. En plus, il y a le deuxième, il a une brûlure au 3e degré, donc il avait la main comme ça pendant des années. Il avait mis un gant de contention pour éviter les problèmes psychomoteurs. Pareil. Là, c'est pas le côté UIP, c'est le côté médical. Ça n'empêchait pas certains d'être bornés, non, il doit écrire dans le même délai. Donc on a connu tout ça.
les convocations. D'ailleurs, je disais, entre nous en discutant, quand on a changé de collège et en déménageant, en étant dans un collège où on pensait que ça se passerait bien, on s'est fait reconvoquer au bout d'un mois. On s'est dit, c'est pas vrai, ça recommence, c'est un cauchemar. Ça, c'était pour le deuxième. Et on est tombé sur le professeur qui nous a dit, voilà, on a remarqué, il a l'air effectivement d'être en avance, sur le dossier, il a l'air d'avance. Ben voilà, on voulait savoir, comme vous êtes des parents, c'est vous qui connaissez le mieux, d'après vous, qu'est-ce qui marche le mieux avec lui? C'est vous qui connaissez. Donc on est tombé des nues avec on dit, mais c'est la première fois qu'on nous demande. Donc, lui, l'association servait, là il se trouve qu'individuellement le professeur principal nous a convoqués, et les associations servaient un peu à ça, à renouer un dialogue et à forcer justement le mammouth à avoir un dialogue. Cela dit, les parents de l'EIP qui sont eux-mêmes EIP ne sont pas les meilleurs communicants du monde, ça a été dit, c'est souvent le cas. Hein. Nous avons tout. Moi j'ai mis des années, hein. C'est mon métier maintenant d'expliquer clairement des choses complexes. Pendant des années, voilà. C'était tout évident, personne ne comprenait rien quand on parlait. Voilà. Nous on comprenait, c'était clair pour tout le monde. Ça arrive. Parce que moi j'ai compris, t'as qu'à comprendre. C'était un peu ça. Donc bah, ça apprend. Donc le rôle c'est en gros servir d'interface ou d'adaptateur, vous voyez. Le portable passe au secteur, qui est le même pour tout le monde. Bah, voilà, les associations servent d'interface ou d'adaptateur qui permettent de faire passer le langage, l'information, puis le dialogue. Je crois beaucoup de dialogue, pareil, formation, conférence. Et donc pour ceux qui ont eu une souffrance ou des professeurs qui ont mis en cause ou qui fait souffrir leur enfant, bah, par exemple, avec une association, on peut organiser une conférence dans l'école. Donc c'est pas bien de se venger dans la vie. Mais une petite revanche, vous avez un professeur des écoles qui est assis, qui écoute son directeur donner la parole, et les gens qui peuvent même être là, qui ont une ronde. Vous avez, je crois, qu'un représentant de l'inspection académique, il faut tenir compte des particularités des enfants. Voilà. Toute petite bonne revanche comme ça, ça peut être pour apprendre, faire prendre conscience aux gens, montrer qu'on n'était pas si anormal que ça. Et pour reprendre votre lapsus de tout à l'heure sur les enfants autistes, c'est pas une grave bêtise, toujours pareil, mes fils au collège, un collège où on était en campagne dans 2 ans, son seul ami c'était un autiste. Et il m'a dit, avec moi il s'énerve pas. Et moi non plus. Donc avec leur souci de communication, entre eux, ce qu'on connaît, et voilà. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent à l'ANPEP, ils ne sont pas forcément du point de vue médical ou psychiatrique, ils ont tous, et on a tous, moi ça y est avec l'âge, j'ai réussi à se calmer, il faut être patient, et tous parfois un côté un peu autiste, voilà, un peu sensible, au bout d'un moment, même on décale le délai où ça va nous faire de la peine ou du mal, mais au bout d'un moment, voilà, on arrive à la sensibilité. Donc voilà, les associations de parents, donc, il y a tout ce qui est en interne qui est très bien décrit par Françoise, et en externe, voilà. Ça peut être des conférences, des formations pour les enseignants. Parce que ça aussi, j'ai découvert, je ne sais pas si d'autres parents l'ont eu, mais les gens, alors c'est encore pire que ceux qui sont dans le déni, c'est ceux qui croient comprendre. C'est oui, je connais, j'ai eu une formation, donc je sais, il y a les 3 âges, c'est vrai, hein. L'âge intellectuel, l'âge mental, affectif, tout ça. Bah. Et puis, donc en clair, ils ont l'âge pour jouer au Pokémon, ils sont à 8 ans, 19 ans. Intellectuellement, à 4 ans ou à 6 ans, ils sont tous avec effectivement les Égyptiens, les dinosaures, les étoiles et plein d'autres choses, la mort, l'au-delà, voilà, la religion spirituelle. Voilà. Pour ça, ils comprennent ça. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'ils s'ennuient ou leur façon de comprendre. Donc, effectivement, là, j'ai pas prévu je remplace la présidente un peu au dévoté quelques jours avant, donc je ne vous ai pas préparé, mais par exemple, c'est que moi j'ai subi des tests à l'armée, j'ai découvert par hasard, donc j'étais IP un jour en regardant la télévision avec l'un des précurseurs qui est le professeur Chauvin, je ne sais pas si c'est quelque chose au plus ancien, parce qu'on en parle plus beaucoup. C'est un spécialiste des abeilles, et qui avait décidé d'expliquer à tous les gens que les surdoués existaient. À l'époque, on employait ce terme-là. Et en décrivant tout, justement, les problèmes de comportement, et qu'il fallait c'était dans les années 70, hein, il fallait en tenir compte. Et en écoutant ce monsieur, je me suis rendu compte que moi, je me croyais un peu anormal. Je me disais, mais je vais finir chez un psy, j'en parlais à personne, ni en famille, ni aux amis. Voilà. Moi, par exemple, j'évoluais, quand on parlait de confiance, j'étais constamment avec soit un complexe de supériorité, soit d'infériorité. Et soit j'y arriverai jamais, ça je suis pas comme tout le monde, je ne m'aimera jamais, je ne ferai jamais de chérie, rien, tout, voilà. Soit inversement, c'est que je suis plus fort que tout le monde. Tout ça correspondait à des réalités. Comme a dit un de mes fils, il a repris, je ne sais pas qui a fait la même chose que moi, j'avais dit en fac à un ou 2 copains, ceux qui avaient de l'humour qui ont compris, j'ai dit si les notes qu'on mettait étaient divisées par les heures de travail, moi j'aurais plus de 20 à chaque fois. Et mon fils m'a dit la même chose pour le relevé. Il m'a dit ma cousine a eu une mention très bien, moi j'ai eu une mention bien,
par rapport au travail, je suis beaucoup plus fort qu'elle. Je vous prie de m'excuser d'intervenir comme ça en plein milieu de ce discours vraiment amusant et intéressant bien sûr. Mais en fait, l'heure tourne très très vite. Alors on a commencé en retard, on va finir en retard, mais pour permettre quand même qu'il y ait des questions pour le public, je tiens à... Oui, alors attendez. Donc juste pour terminer, vous allez terminer non, je suis à la fin de la conclusion, voilà, regroupons-nous, c'est très utile pour tout le monde. Voilà. J'aimerais dire que Madame de Kermadec va procéder à sa séance de dédicace pendant les questions du public. Donc si vous êtes intéressé, c'est juste à l'entrée de la salle. Vous allez là-bas. Je vous remercie. Je vous laisse finir. Non, mais j'avais terminé, donc d'où l'intérêt de regrouper tout ce qui a été dit, utile, et aussi pour les parents. À un moment donné, ça peut être utile. Je veux dire, on peut utiliser le fait des associations reconnues d'utilité publique, ça sert dans le public, ça sert dans le privé, ça a un poids pour un blocage, ça permet de dialoguer. Voilà. Et surtout éviter l'isolement qui est néfaste et pour les enfants et pour les familles. Voilà. Oui, c'était juste. Enfin, non, c'était pas juste. C'était pour répondre à. En fait, j'avais deux choses par rapport à vous, Madame Fouillou. Au conseil que vous donnez, je vais être un peu critique, mais c'est pour être brève. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très propres aux enfants précoces, mais sinon, parfois, ça donne un peu l'impression que c'est ce qu'on devrait faire avec tous les enfants, en fait, c'est rendre l'enseignement plus intéressant. Et alors, c'est génial. Enfin, si se préoccuper des précoces, ça peut améliorer l'enseignement en général, ben ça, c'est génial. Non, c'est à vous. Pardon, c'est pas du tout Madame Fouillou. Enfin, voilà. Mais par contre, j'ai l'impression que les précoces, ils ont une manière assez particulière de fonctionner. J'ai essayé un peu de comprendre, mais notamment, il y a, par exemple, toutes les compétences intellectuelles, elles sont en général convoquées une à une. C'est-à-dire, parfois, on a besoin de convoquer notre mémoire, parfois, on a besoin de convoquer notre imaginaire, parfois, on a besoin d'évoquer notre logique. Bon. Et les précoces, ils convoquent tout d'un coup. Toutes les compétences d'un seul coup. Et ça bug, en fait, ça coince. Et donc, c'est pas tellement qu'ils sont en surcompétence, c'est qu'ils sont en multicompétence tout le temps. Et il faudrait comprendre ça pour, non pas rendre l'enseignement plus intéressant, mais enseigner différemment. Et là, de toute façon, on va avoir un problème, parce qu'on ne peut pas adapter les enseignements au cas par cas. Mais voilà, donc c'est pas... Et à vous, j'aimerais dire, c'est hyper intéressant, ça, tout ce qui est alternatif, c'est intéressant de toute façon. Mais il y a juste un truc, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à repenser, c'est dire qu'ils sont gentils, c'est génial. Mais les affreux, les méchants, ceux qui sont agressifs, c'est peut-être typiquement une réaction de... Et je pense que d'ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps d'expliquer bien, quoi, mais voilà. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, on en est à la deuxième année. Et la première année, donc c'était juste l'année dernière, septembre 2012, on a clairement rencontré nos limites, puisque justement, il y a ces enfants vraiment agressifs, vraiment violents, parfois sans empathie, c'est-à-dire sans regret, après avoir fait des gestes qui ne sont pas acceptables. Comment j'ai commencé ma phrase? Alors ces enfants, justement, qui sont excessivement agressifs et violents, on en a eu. Et on en a eu bien plus que ce qu'on était capable de prendre en charge. Et on a rencontré nos limites. C'était des enfants qui avaient besoin d'un encadrement thérapeutique, principalement, avant que d'un encadrement pédagogique. Maintenant, certains des enfants qui font les semaines d'essai sont parfois un peu agressifs la première journée, parce qu'ils ont vécu beaucoup, parce qu'ils étaient en défense, parce qu'ils ont eux-mêmes été agressés pendant des mois, des années précédemment. Et on voit que durant cette semaine d'essai, l'encadrement pédagogique qu'on leur propose, la rencontre avec les autres enfants HP, dyslexiques, ou qui ne sont ni l'un ni l'autre d'ailleurs, parce qu'on est ouvert à tous les enfants,
fait qu'ils se calment, ils se détendent. Déjà, il y a une influence, une incidence de notre travail sur leur comportement. Et on a le retour des parents qui nous disent que ça change leur vie de famille. Ces enfants qui vivaient mal leur journée d'école, comme on peut très mal vivre des journées en entreprise, vivent à nouveau bien ces journées. Et là, après l'agressivité, la violence chez ces enfants, là, s'estompe, voire disparaît complètement. Et c'est là qu'on a réussi notre travail, parce que enfin, de fait, les apprentissages peuvent commencer. Ils sont disponibles. Donc non, on ne peut pas prendre tous les enfants, clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des ITEP qui existent, qu'il y a d'autres institutions qui existent pour des enfants qui ont des gros soucis qui relèvent du thérapeutique. Moi, je vais répondre à votre question. Vous disiez donc que de ce que je préconisais, de nombreuses choses que je préconisais sont effectivement bonnes pour tout le monde. Effectivement, c'est une réflexion que se font beaucoup de pédagogues qui s'intéressent à la précocité, c'est-à-dire que ce qui est bon pour les précoces est très souvent bon pour tout le monde. Voilà, tout ce qui intéresse effectivement. Quand on se donne la peine, par exemple, de faire une pédagogie de projet pour intéresser, entre autres, les enfants précoces, là, on intéresse tout le monde. On intéresse l'enfant en difficulté, et qu'effectivement, pour une fois, on va se raccrocher aux apprentissages, on intéresse aussi tout simplement l'enfant non scolaire, parce qu'il y en a énormément. Alors là, on peut en recruter au niveau des enfants précoces pour être non scolaire, et au niveau de l'enfant en difficulté qui a déjà sombré, hein, qui s'est déjà désintéressé. Donc effectivement, faire une pédagogie adaptée aux enfants précoces, ça peut être justement un levier pour la classe. Voilà ce que je voulais dire. D'autre part, au niveau de, quand vous disiez aussi vous parlez de tas d'informations qui arrivaient à l'enfant précoce. C'est justement le principe de sa pensée en arborescence. Je ne sais pas si on en a parlé depuis ce matin, pas trop, mais c'est-à-dire que l'enfant précoce, l'enfant, on va dire normand-pensant, ça c'est pas, je veux dire, c'est absolument pas péjoratif. Lui, dans ses apprentissages, il va mettre un pied devant l'autre. Il va monter un mur, pierre par pierre. Hein, tandis que l'enfant précoce, lui, d'une pensée, une question va appeler deux autres questions, qui elles-mêmes vont appeler deux autres questions, qui elles-mêmes vont appeler deux autres questions. Donc l'enfant précoce devant un problème, parfois on a l'impression qu'il est complètement dispersé. Il s'en va dans tous les sens. Effectivement, c'est vrai qu'il s'en va dans tous les sens. Parce que c'est question. D'ailleurs, effectivement, quand on est parent d'enfant précoce, dis maman, alors de manger quand on a la bouche pleine, dis maman, pourquoi nanana, dis papa, pourquoi nanana. Ah ça c'est terrible. Voilà. Et donc l'enfant précoce, moi je pense, j'imagine un arbre. Finalement, un arbre avec une branche qui donne naissance à deux branches, qui donne naissance à trois branches, etc. Mais au bout du compte, là-haut, tout là-haut, l'arbre, les branches se rencontrent, et moi c'est ce que j'appelle l'intuition, parce que justement, une fois que l'enfant précoce a été cherché un petit peu partout, eh bien, tout va se mettre en lien, et c'est là que naît l'intuition, à mon avis. Voilà. Moi, je voudrais apporter une petite précision, si vous voulez bien. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi quand on met en place des formations, c'est qu'on est dans un cadre institutionnel. Et quand on est enseignant, c'est une fonction. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, et on peut les faire d'une certaine manière, en respectant ce cadre institutionnel. Ça s'appelle le référentiel. Le référentiel des enseignants. Ce qui appartient à leur rôle, à leur mission. Et on ne peut pas leur demander d'aller au-delà de ce rôle et de cette mission. Voilà. Donc il faut bien qu'on l'ait en tête. En fait, chacun son rôle, chacun sa place. Et d'où l'importance, et je reprendrai ce qui a été dit ce matin, de travailler en fait davantage sur l'alliance, qu'on travaille ensemble, qu'on arrive à trouver un moyen de se parler, de communiquer, d'échanger, et ça dans la plus grande sérénité. Plus il y a de tension, moins on arrive à se dire les choses, plus les choses se cristallisent, plus ça prend de l'importance, et parfois pour des choses qui au départ sont toutes simples. Voilà. Moi, je voulais faire une remarque pour partager une expérience qui pourrait servir à d'autres. Nous, on a été très aidés par une orthophoniste, en fait, donc je reviens un peu sur sur la façon en fait, de donner du sens. Donc l'institutrice de notre fils s'est énormément investie, elle a suivi des formations, etc. Elle ne pouvait pas pallier à tout, et c'est une orthophoniste qui a pu lui permettre, en fait, qui a suivi toute l'année. D'ailleurs, elle a déclaré à la Sécu dyscalculique parce qu'elle n'avait aucune case dans laquelle le mettre, mais par contre, elle pouvait l'aider. Et donc, ça a énormément apprendre à séquencer sa pensée, etc.
Et donc ça a apporté un confort à l'enfant et à l'enseignante qui, là, c'était des compétences qui relevaient vraiment plutôt de l'orthophonie, même si tous les orthophonistes ne connaissent pas forcément ces profils-là, mais en tout cas, voilà, je veux dire que ça nous a été vraiment d'un grand soutien. Moi, je trouve ça très important ce que vous venez de dire. Et en fait, j'ai pas parlé d'un élément qui me semble important, parce que quand on met en place des adaptations, il faut savoir qu'on a une responsabilité sur le long terme. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans certaines situations où on entend certaines familles aussi, hein, et on les entend, hein, parce qu'en fait, on entend aussi la souffrance qu'il y a derrière. Ils nous disent, mais diminuer les cris, il ne peut pas écrire, c'est trop compliqué. Il n'empêche qu'il y a une contrainte que nous avons tous et qui s'impose à nous. Tous les examens se font à l'écrit, enfin la plupart. Voilà. Il y a des aménagements d'examens qui sont possibles dans certains cas, et c'est très réglementé, ça ne se fait pas n'importe comment. Je voudrais juste rajouter que certes les examens se font à l'écrit, mais que le premier ce n'est qu'au brevet, donc en troisième. Donc on peut au préalable, dans les années précédentes, minimiser l'écrit pour les dyslexiques. Ou la lecture. On peut minimiser, mais pas supprimer. Attention. Personne n'a dit supprimer, je crois. Non, mais j'insiste sur ce point. Minimiser, très important. Possible. Il faut avoir cette idée du long terme, des conséquences pour après. Et comment on récupère après. Il ne faut pas non plus tout laisser pour les classes d'examen. Voilà, l'idée elle est aussi là. Mais on est d'accord que ça n'a pas toujours de sens, on est d'accord. C'est là où il est important d'échanger avec l'enseignant. On arrive à... On a une question. Et c'est à ce moment-là, en fait, où il est important de parler le même discours, voilà, et d'arriver à communiquer avec l'enseignant. Et dans les situations où ce n'est pas possible, hein, parce qu'il arrive parfois où la situation se cristallise et que c'est vraiment très compliqué, en fait, ce que font les familles, c'est qu'elles font appel à nous. C'est-à-dire qu'elles appellent, il y a un accueil téléphonique au niveau du pôle ASH, hein, donc j'accueille ces personnes. J'essaye d'apaiser les tensions, hein, parce que généralement, quand les gens arrivent jusqu'à moi, ils sont très énervés, très en colère. Donc on fait le tri ensemble et je vais leur dire, voilà, ça c'est possible, on peut le dire de cette manière-là, ça peut être entendable, ça ne l'est pas. Vous demandez des choses qui n'appartiennent pas à l'institution école, ce n'est pas à un enseignant de répondre à ça. Donc je ne suis pas toujours très gentille hein, dans les réponses que je formule, mais j'essaye d'être très claire. Il faut que chacun sache qui fait quoi, et ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Moi, je ne veux pas tromper les gens. Peut-être que dans quelques années, on pensera autrement. Mais aujourd'hui, les contraintes sont celles-ci. Donc, il faut que je sois très claire sur les contraintes et puis que j'amène les gens à dialoguer, à échanger. Lorsque ce n'est pas possible, c'est-à-dire que vraiment, il y a des situations où le dialogue est rompu, à ce moment-là, il m'arrive de faire appel à une autre personne compétente pour le faire, parce qu'elle occupe une place particulière, et parce que je connais assez bien les rouages de l'institution. Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose dont a parlé Madame Perrotto, à propos de l'hyperémotivité, de l'hypersensibilité des enfants précoces. Vous parliez de relativiser leurs émotions, enfin, quand il se passe quelque chose et qu'ils ont tendance à hyper réagir sur quelque chose qui peut nous paraître futile et c'est très difficile, je trouve, à la fois de relativiser, mais de ne pas minimiser. Parce que pour nous, c'est pas grave, ou pour nous, c'est futile, mais pour eux, c'est très grave, très important. Un enfant peut menacer de se tuer pour quelque chose qui nous paraît futile. Et il ne faut pas minimiser son émotion, enfin l'émotion qu'il ressent sur le moment, pour ne pas le minimiser lui-même. Donc je trouve ça très difficile de relativiser sans lui l'éteindre. Je ne sais pas comment le dire, mais... Je comprenais ce que vous voulez, effectivement, n'importe comment, c'est pas quelque chose de facile de gérer les émotions de l'IP, effectivement, mais je crois que tout ça, ça va se passer par le dialogue. Par le dialogue, si déjà l'enfant sait qu'il est entendu. Je crois que la première des choses, déjà, c'est d'écouter l'autre. C'est comme dans les conflits avec les parents aussi, c'est pareil. Écouter l'autre. À partir du moment où l'enfant est entendu dans ce qu'il a ressenti, déjà, je pense qu'il va mieux. Mais bon, ça ne résout pas tout aussi dans la gestion, je dirais, dans les relations avec ses pairs.
Voilà. Donc, là, je n'ai pas de piste toute tracée en matière de gestion des émotions. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même qui pour nous est très important et sur lequel on travaille beaucoup. On a vu différents professionnels depuis ce matin et en fait, on ne parle pas le même langage. On a chacun notre langage professionnel et la grande difficulté, le point sur lequel on travaille beaucoup, c'est d'arriver à avoir un langage commun. Voilà. C'est pas simple, mais je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, ce matin, on a parlé de gestion mentale. Quand on traduit en langage pédagogique, on va dire qu'on va mettre en place un travail en métacognition. Ça vous aide pas, hein? Mais pourtant, un enseignant, lui, comprend. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Du coup, il sait ce qu'il peut mettre en place. Il sait comment il doit le faire.